Nino Bolia. Bonjour. Merci de nous donner cette interview un peu express et un peu particulière, puisqu'on ne va pas se regarder pour respecter le geste barrière relatif au Covid-19. D'accord. Nous sommes à la librairie Crangier à Dijon. C'est un cadre privé où l'on peut croiser des éditeurs et des auteurs, mais aussi des hommes de culture. C'est d'ailleurs comme ça que vous définissez. Vous êtes en effet médiateur culturel, spécialiste des questions d'art contemporain africain, mais aussi artiste, auteur des Joël Duchamp. Installation artistique remarquable réalisée en 2017 à Kinshasa. Moi, je vous interpelle parce que ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez ici, puisque vous êtes en train de préparer la sortie de votre premier livre, Lamentation Koumani. Dites-nous d'abord comment ça se passe pour cette publication et qui sera en définitif votre éditeur. Oui, ça se passe bien. Il y a en effet pas mal d'intérêt autour de mon ouvrage, qui est plutôt flatteur pour un premier livre. Après, il y a encore des discussions en cours pour préciser un certain nombre de paramètres. Et j'espère que ça va évoluer positivement pour qu'on tombe d'accord. Et à ce moment-là, vous saurez tout, l'éditeur et la petite campagne de promo qui va être mise en place. D'accord. Eh bien, j'espère pour vous que tout ça va rapidement se finaliser. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser le professeur Diouf dans les couloirs, qui est élogieux sur votre livre, dont il va d'ailleurs signer la préface. Donc, je peux vous dire qu'on attend la publication avec intérêt. Moi, je voulais profiter de cette occasion aujourd'hui, non pas pour parler de votre livre, mais plutôt pour vous poser quelques questions sur l'Afrique. Je sais que vous travaillez personnellement sur de nombreuses problématiques par rapport à l'Afrique. Moi, j'aimerais savoir où se situe aujourd'hui, en 2020, la différence entre le monde africain et le monde occidental. En d'autres termes, est-ce qu'on peut encore parler de différence entre nos mondes dans le contexte de globalisation générale d'aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je comprends bien votre question, sans doute parce qu'elle me paraît de toute façon difficile. Mais je vais tenter de vous répondre et n'hésitez pas à me rattraper si je suis hors sujet. Alors, il est vrai que dans ce monde globalisé et moderne, on a l'impression et le sentiment qu'on est tous pareils, à peu près partout dans le monde. On sait plus ou moins tous que le Covid-19 tue, Tout à fait. ce qui veut dire qu'on a des maladies mondiales et mondialisées. Il existe désormais des comportements uniformes et presque universels qu'on attribue au bon sens ou encore au fait d'être civilisé ou au fait d'être dans la modernité. Je pense aux gestes barrières, je pense à Internet, aux réseaux sociaux, sensiblement les codes de la route, les codes vestimentaires n'en parlons pas. L'alimentation au premier abord peut faire exception, mais en fait non, on a accès à la cuisine du monde partout où on le souhaite, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. On peut manger à souhait les spécialités de presque tous les pays du monde. Donc, vous voyez, pour vous répondre, on pourrait s'arrêter là. Mais je crois que au jour d'aujourd'hui, il est préférable de mettre l'accent sur les façons d'être plutôt que de chercher des différences. Parce qu'en effet, l'époque est confuse. Vous savez, aujourd'hui, je pourrais mettre devant vous, face à face, une femme européenne moderne et citadine face à une femme africaine moderne et citadine. Mis à part leurs différences de pigmentation, vous ne trouverez aucune différence. Elles s'habillent de la même manière, elles ont bizarrement les mêmes cheveux, les mêmes maquillages, etc. Attention, je ne juge que leur apparence. Je pourrais en dire autant pour les hommes. Donc voilà. C'est l'époque qui favorise ça. Il paraît que c'est la faute de personne. Donc parler de différence, c'est possible, mais ça reste une question difficile selon qu'on a choisi un point de vue donné et pas un autre. Maintenant, s'il faut être neutre, la mondialisation, la globalisation, la modernité 2.0 est en train de mettre à mal les différences au bénéfice de l'uniformisation partielle, voire totale des mondes, tels qu'on les connaissait. C'est l'évidence même. Nino Bolia, vous disiez dans votre réponse que vous préférez les façons d'être des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Y aura-t-il, selon vous, une façon d'être africain, aujourd'hui en 2020, qui soit en dehors de notre époque? Je pense que la question est mal posée. En dehors de l'époque, ça ne veut rien dire. D'accord, mais vous comprenez ce que j'ai voulu dire? Oui, dire oui. Vous savez, j'entends par façon d'être des hommes leurs éducations, si tant est que ce seul facteur est une différence immuable à chaque groupe humain. Et j'espère profondément que la mondialisation, qui a déjà détruit tant d'habitudes, tant de valeurs qu'elle ne réussira jamais à redonner, j'espère vraiment qu'elle ne réussisse pas à uniformiser formellement
l'éducation des hommes. Parce que voyez-vous, j'ai été très marqué par l'énergie et la force incroyable qui est détenue par les traditions africaines. Et dès lors, j'aime autant vous dire que c'est une chose fondamentale pour tout Africain qui est né dans le continent, de pouvoir suivre une initiation ou son initiation qui constitue la base de son éducation. Et c'est cette façon-là d'aborder la vie qui forge humainement l'identité du monde africain. Donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental, la façon d'être africain aujourd'hui encore en 2020. J'ai du mal à bien vous comprendre, Nino Bolia. Ça veut dire quoi, cette façon d'être africain? Vous faites allusion à quoi précisément? Vous pensez qu'il peut y avoir des liens entre l'Afrique traditionnelle et l'Afrique moderne, c'est ça? Oui, je le crois. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a un peu une dichotomie par rapport à ce qu'est l'Afrique moderne aujourd'hui? Absolument pas. Écoutez-moi bien, on peut difficilement parler de l'Afrique moderne sans faire de l'histoire. Et l'histoire de l'Afrique moderne, d'abord un soubassement colonial qui est toujours visible et qui favorise des choses comme la mondialisation. Mais cette Afrique moderne puise sa couleur, sa fraîcheur, ses évidences, sa beauté, sa noblesse, ses légendes de l'Afrique traditionnelle. Et l'Afrique traditionnelle, c'est l'Afrique éternelle. C'est l'Afrique d'Ampateba, de Cheikh Anta Diop, de Birago Diop, de Rabé Mandjara, de Césaire aussi, de Senghor également. C'est l'Afrique que rapporte l'ethnologue Marcel Grieux, par exemple. Donc, l'Afrique éternelle, c'est l'Afrique traditionnelle. Et cette Afrique-là, elle n'est accessible que par l'initiation qui constituait autrefois l'éducation de l'Africain. Certes, l'histoire de l'humanité en Afrique et un peu partout dans le monde s'est passée telle qu'elle s'est passée, mais je crois que il est très dommageable pour l'Afrique moderne de contester l'Afrique traditionnelle, parfois au point de s'en priver. Vous savez, beaucoup de présupposés ont été lancés au sujet de cette Afrique traditionnelle, des mensonges qui courent encore aujourd'hui. Moi, je le dis avec humilité, je n'ai fait que récemment mon initiation, d'abord parce que j'en ressentais le besoin vital, mais aussi parce que, comme des milliers d'Africains, on m'a très tôt envoyé à l'école occidentale, si bien que j'ai appris à être instruit comme lui. À parler ses langues, à imiter sa façon de vivre, à me civiliser par rapport à lui. Et, en fin de compte, à lui ressembler sérieusement. La preuve, m'a interviewé, je pense que ma façon de m'exprimer, mon accoutrement, vous est très familier. Donc, mais heureusement, pour moi, j'ai su sauver mon âme, et c'est le plus important. Je suis initié, j'ai su faire mienne un certain nombre de valeurs de l'Afrique traditionnelle qui dictent au jour le jour mon action. Sans vous comprendre, Nino Bolia, jusque-là, notre discussion est très abstraite du point de vue de cette Afrique traditionnelle. Vous qui avez justement fait votre initiation, qu'est-ce qu'il a de si fondamental qui vous fait sentir différent, voire meilleur, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'approche existentielle de l'Afrique traditionnelle qu'on ne saura retrouver dans notre système d'éducation? Vous aimez vraiment les questions difficiles. D'abord, l'initiation est un apprentissage de la vie. Elle consiste simplement à encadrer. Et cet encadrement n'est pas la spécificité de l'Afrique traditionnelle. Bien au contraire, partout dans le monde, les sociétés, les groupes humains, et à toutes les époques d'ailleurs, ont eu à encadrer ou à éduquer la vie. Donc, moi, je ne suis pas en train de comparer les systèmes ou les éducations. Je ne suis pas en train de dire ou de chercher une différence ou un avantage qu'un système d'éducation aurait sur un autre. Non, ce n'est pas mon propos. Moi, ce que je dis est que la façon d'être d'un Africain enraciné dans son être et qui n'a jamais douté de son être est quelque chose de fondamental pour qu'on puisse parler de mondialisation avec sérénité. Or, l'Afrique moderne reflète et veut refléter le monde occidental moderne dont il est déjà la déferlante. Donc, ça pose question quand on est un intellectuel et qu'on travaille sur cette Afrique moderne et contemporaine. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la façon d'être africain aujourd'hui, et j'ai du mal à accepter que l'Africain moderne soit une espèce d'occidental bis. Et cette observation pose la question, non pas de l'instruction, puisque vous avez aujourd'hui des Africains très instruits, ingénieurs, médecins, architectes, etc. La question qui se pose en Afrique moderne est celle de l'éducation véritablement. Et on s'est aperçu avec quelques camarades que même l'éducation en Afrique était de type occidental et que par conséquent l'Africain est petit à petit condamné à devenir de plus en plus un être hybride.
Nino Bolia, pourriez-vous nous parler un peu de cette Afrique traditionnelle, de votre initiation à cette Afrique, de l'apprentissage dont vous avez bénéficié? Oui, pourquoi pas. Alors, je répète, initiation pour l'Afrique traditionnelle, c'est l'apprentissage de la vie. Et le terme moderne est en effet celui d'éducation. Pour vous expliquer globalement de quoi il s'agit, dans la plupart des sociétés africaines traditionnelles, on considère que la vie de l'homme est subdivisée en 9 périodes ascendantes et en 9 périodes descendantes, qui correspondent au cheminement vers la fin de vie. Pour les 9 périodes ascendantes, tout homme, toute femme les aborde en 3 étapes. Donc vous avez, pour être clair, 9 degrés ou périodes dans l'apprentissage de la vie chez un homme comme chez une femme, qu'on divise en 3 étapes. Ce qui veut dire chaque étape a 3 degrés. Dans cet apprentissage de vie, chaque degré correspond à 7 ans de vie. Ainsi, vous avez les 7 premières années de vie d'un enfant qui correspondent à ce premier degré de l'apprentissage où l'enfant est en quelque sorte à l'école de sa mère. Il ne jure que par sa mère. Il ne voit et comprend le monde que par sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dira va passer par le filtre de sa mère. On m'a dit ça, maman, est-ce que c'est vrai? Dans le deuxième septénaire, il commence à se confronter à l'extérieur, que ce soit par l'initiation traditionnelle, que ce soit à l'école, dans sa forme moderne et occidentale, ou encore en s'amusant avec ses camarades, parce que c'est très important de comprendre que tout est école. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles africaines, les enfants apprennent en s'amusant, quand ils vont puiser de l'eau par exemple, leur apprentissage des choses, de l'organisation, du respect se poursuit. Donc tout est enseignement, même les choses les plus récréatives. Mais dans ce deuxième degré d'apprentissage, c'est-à-dire jusqu'à ses 14 ans, le petit ou la petite africaine va continuer à se référer à sa mère pour valider ses acquis. C'est-à-dire qu'il apprend à l'extérieur et revient chez sa mère pour établir la vérité, qu'il continue à recevoir de sa mère. Et à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire à la fin de la première étape de vie, l'enfant a développé une personnalité. C'est-à-dire de 14 à 21 ans, ce qui correspond sensiblement à l'adolescence chez l'occidental, la jeune fille ou le jeune garçon africain commence à développer une personnalité se séparant de sa mère. Il commence à raisonner un peu par lui-même et devient, comment dire, capable de dire à sa mère, ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas vrai maman, etc., etc. Donc, à 21 ans, il a fini ce qu'on appelle le petit cycle, qui correspond chez l'occidental à l'acquisition du baccalauréat à peu près. Donc, le jeune homme, la jeune fille s'affranchit de sa mère. Donc, à cet âge, le ou la jeune africaine qui a suivi une initiation du terroir, c'est déjà beaucoup de choses. On lui a parlé des êtres vivants mobiles et immobiles, on lui a parlé du règne animal, du règne végétal, du règne minéral. On a sémé beaucoup de choses dans son esprit qui sont autant de portes et de fenêtres à travers lesquelles des connaissances multiples vont pénétrer. Donc, à cet âge-là, le ou la jeune africaine est d'ores et déjà en tout cas, a d'ores et déjà fait un tour, si vous voulez, dans toutes les initiations de base par rapport à sa culture. Et durant les 21 années qui vont suivre dans sa vie, c'est-à-dire la deuxième étape de son apprentissage de vie, dans laquelle on a 3 degrés aussi, il va approfondir par la pratique tout ce qu'il a appris, si bien que cette deuxième étape n'a pour objectif que de conforter la première étape, c'est-à-dire l'éducation que l'enfant a reçue, sa fibre culturelle, son appartenance à un ensemble, son épanouissement, etc. Et ce n'est qu'à 42 ans que dans beaucoup de cultures africaines, on devient un homme ou une femme véritablement. Et ça se concrétise par le droit à la parole que désormais vous possédez avec cet âge. Et généralement en Afrique noire, quand une femme ou un homme de 42 ans s'exprime, on sent que c'est des êtres bien faits. Je parle en termes culturels. Donc, à 42 ans, on a le droit à la parole parce qu'on sait que vous avez suffisamment d'expérience, de vie pour vous faire entendre. Mais attention, je ne dis pas que dans les sociétés d'Afrique noire, les femmes et les hommes de moins de 40 ans ne peuvent pas s'exprimer. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'avant 42 ans, on vous prête la parole, mais vous ne l'avez pas. On ne peut pas, on peut ne pas demander votre avis. Selon les traditionnels, vous n'avez pas le droit à la parole. Donc, vous n'avez pas à être frustré. Vous ne pouvez pas contester ce manque de parole, sinon c'est une faute. C'est un mauvais comportement que vous afficherez. En revanche,
on vous appelle à écouter, on vous demande d'apprendre et de savoir écouter. Donc voilà, tout ça, c'est pour soutenir qu'à 42 ans, vous êtes considéré comme femme à part entière, comme homme à part entière, et vous obtenez naturellement le droit à la parole. Votre capacité à écouter n'est plus à faire, et votre expérience de la vie active compte. Et ce droit à la parole, comment dire, va d'ailleurs s'accompagner d'un certain nombre d'obligations. C'est-à-dire qu'on va exiger de vous, à 42 ans, de rendre aux autres votre expérience, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris, finalement, durant vos premiers 21 ans de vie, puis que vous avez fait mûrir durant votre âge de jeune homme ou de jeune femme, vous devez le rendre dans votre âge de sagesse. C'est-à-dire de 42 ans à 63 ans, vous avez 21 ans d'enseignement obligatoire. Et à 63 ans, l'homme ou la femme est considéré comme terminé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien attendre de vous. Ils sont retraités, hein, comme on dirait chez vous. Donc à ce stade, on parle de vieillesse. On ne peut plus rien demander à un homme ou à une femme de 63 ans dans la plupart des sociétés traditionnelles africaines. À cet âge-là, vous agissez presque par dévouement, mais jamais par obligation. Vous êtes libre de donner ou pas de votre expérience. Vous regardez le monde et les choses avec la sérénité de celui qui sait et qui a su vivre, en sorte que le vieillard, dans les sociétés traditionnelles africaines, est un tout petit peu comme un roi. On ne peut rien lui imposer, c'est un fétiche vivant. Il fait ce qu'il veut, il peut être bouffon, il peut être sérieux, il profite plus que jamais de sa liberté d'être. Donc, voilà, pour vous expliquer culturellement, en tout cas, du point de vue de l'Africain que je suis, les cycles de la vie, tels que nous l'apprenons avec l'initiation dans nos cultures. D'accord. Je vous avoue que c'est passionnant, mais si j'ai bien suivi, il y a quand même dans le fond des choses objectives dans cet apprentissage de la vie qu'on pourrait retrouver aussi dans la façon dont on éduque un Européen, par exemple. Bien évidemment qu'il est possible de faire des rapprochements, mais je pense que l'essence de l'initiation africaine est en accord avec les valeurs africaines qui, à leur tour, ne sont pas nécessairement universelles, c'est-à-dire pas forcément compatibles avec le monde occidental, par exemple. Donc l'initiation traditionnelle africaine répond à des logiques culturelles précises. Vous savez, quand par exemple un jeune homme va faire son initiation à la chasse, par exemple, on lui dit toujours ceci par le chasseur qui s'occupe de l'initiation: cesse d'être ce que tu es afin que je puisse faire de toi ce que je suis. Et ce n'est qu'après ton initiation, si tu le souhaites, tu remettras ce que tu es par-dessus ce que je suis, et à ce moment-là, tu auras l'avantage d'être deux. Et dans le même ordre d'idée, il y a une sagesse Peul qui dit: si tu veux qu'on t'enseigne, il faut cesser d'être toi, il faut t'oublier pour devenir ton maître. C'est-à-dire que si tu persistes à être toi, on aura beau être face à face, nous serons toujours aussi éloignés que le ciel et la terre. Et où voulez-vous en venir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu insistes à t'affirmer toi alors que tu apprends la vérité d'un autre, tu vas systématiquement comparer ou ramener ce qu'on t'apprend à ce que toi tu sais. Et c'est là que l'initiation Peul ou l'éducation chez les Peul, par exemple, est d'une efficacité admirable. C'est-à-dire que celui qui commence une initiation dans la tradition Peul doit se vider de tout ce qu'il sait. C'est la seule condition pour commencer à apprendre. Et dans la tradition Peul, ça se dit anda a anda, savoir qu'on ne sait pas. Ça andi a anda a anda. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça andi sa andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Donc, il y a toute une approche de l'éducation qui se fait à travers ou par le moyen de l'initiation, qui, je trouve, détermine malgré tout d'où vous provenez. Et ce n'est pas pour rien que fondamentalement l'homme africain est différent de l'homme occidental, qui lui-même est différent de l'oriental, par exemple. Pourquoi les traditions africaines, je pense aux initiations en particulier, mettent la plupart du temps en avant la vieillesse et la jeunesse? Tout simplement parce qu'il y a une passerelle de l'honneur entre les deux âges. Il se passe pendant toute notre vie des mutations, exactement comme le serpent qui change de peau. Et dans tous ces états de vie, il faut savoir qu'il y a des valeurs, des qualités, un enrichissement, mais également des pertes. Vous perdez en peau, en tout cas vous perdez une peau avec tous les attributs qu'elle vous conférait. Ce que vous gagnez en expérience, vous le perdez en force physique. Dans l'Afrique traditionnelle, on dit que les idées qui ne sont que dans la tête du vieillard ne sont que des idées
qui vont malheureusement mourir. Voilà pourquoi l'initiation s'occupe de faire cette connexion vieillesse-jeunesse qui va permettre de s'aimer des idées qui ont bien mûri dans des esprits qui vont les faire vivre. Donc voilà pourquoi la tradition africaine s'occupe beaucoup de faire cet alliage qui a pour but de préparer la jeunesse aux épreuves de la vie. Même si en apparence on ne donne que très peu de droits aux enfants, il faut dire qu'on met à leur disposition beaucoup de moyens et on leur demande dans toute initiation deux choses, la patience et l'humilité, car c'est ce qui fera leur force dans leurs épreuves. J'aimerais qu'on parle de la femme africaine Nino Bolia. Il y a quand même des choses regrettables à dire sur la place et la façon de considérer et surtout de traiter les femmes en Afrique. Est-ce qu'il y a une explication à trouver dans la tradition africaine, par exemple, pour expliquer ce traitement qu'on observe autour de la femme africaine? Déjà, j'aimerais savoir de quelle Afrique on parle, parce que il y a, et c'est vrai, l'Afrique moderne, qui est l'œuvre des Occidentaux, et par conséquent, la réponse à cette question est peut-être à aller chercher dans le traitement historique et moderne de la femme, dans les sociétés qui nous ont expliqué la modernité, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce que je sais, et que je peux vous dire, est que dans l'Afrique traditionnelle, déjà, puisqu'on fait d'une certaine manière allusion aux hommes sur cette question des femmes, il faut savoir que c'est seulement à l'âge mûr, c'est-à-dire au moment de la vieillesse, qu'un homme a le droit de parler des femmes. C'est très important à savoir. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est à 42 ans qu'un homme a le droit à la parole dans l'Afrique traditionnelle. Mais rien ne lui confère le pouvoir de parler des femmes. Pourquoi? Eh bien parce que les questions autour de la femme sont des questions sensibles, qui nécessitent un pouvoir. Parce que la femme, dans l'Afrique traditionnelle, n'est pas publique. Ça aussi, c'est très important à savoir. C'est un être divin qui est secret. Les anciens considéraient en effet que c'était un être extraordinaire et que sa façon de détenir la vie prouvait à suffisance qu'elle était le laboratoire de Dieu. Avec la femme, Dieu n'envoie personne, ni ange ni délégué, il fabrique directement à l'intérieur de la femme, c'est son propre atelier. Donc les anciens voyaient bien que peu importe sa classe sociale, peu importe son intelligence, peu importe sa force, quand un homme tombe dans une femme, il est dilué comme un morceau de terre au contact de l'eau. Et d'ailleurs, certaines traditionnalistes expliquent en effet que l'homme, c'est le symbole de la terre, la femme, c'est l'eau. Donc naturellement, elle avale l'homme, autant dans l'accouplement, elle avale le sexe de l'homme, autant elle avale son esprit. La femme est un gouffre où l'homme tombe sans merci. Et ce facteur faisait penser aux anciens que Dieu avait donné une force supérieure à la femme, mais qu'il fallait faire secret. À tort ou à raison, hein. En tout cas, c'est ce qui renforce cette idée qui veut qu'en Afrique, les femmes soient des êtres à part. Alors, bonne ou mauvaise croyance, on aime ou on n'aime pas, et en tout cas, c'est la tradition de beaucoup de cultures d'Afrique noire. De mon point de vue, il y a en effet beaucoup de croyances dans ce point de vue, mais il y a également une façon de voir le monde et d'aborder et d'expliquer les choses qui remontent d'un autre temps. Et je pense que être moderne, c'est aussi savoir ce qui est plus possible d'accepter ou de faire. Nino Bolia, vous êtes spécialisé sur les questions artistiques et culturelles du continent africain. Vous êtes beaucoup cultivé, on le sent. Mais je voulais vous poser une dernière question, une question fondamentale. Vous dites homme de culture. D'ailleurs, c'est comme ça que vous définissez. Est-ce que vous-même vivez-vous comme un homme moderne africain, intellectuel noir, ou alors êtes-vous plutôt dans l'observation des préceptes de l'Afrique traditionnelle que vous mettez à jour? C'est en effet une question fondamentale. Remarquez, j'ai fini mon précédent propos en disant que être moderne, c'est aussi savoir ce qui n'est plus possible de faire. Je pense que je tiens cette phrase avec intelligence. L'un des fils aînés du siècle dernier, qui s'appelle Amadou Hampâté-Bâ, disait très justement qu'en Afrique, tout est enseignement. Certes, il le disait en faisant allusion à la tradition orale, mais je pense qu'il y a là une vérité. Et je vais vous dire, un jour j'étais à Casamance au Sénégal. Bonico Diaz m'avait invité. Je vais déboucher d'un sentier, quoi? Un masque. Le diable rouge. Je dis au Sénégalais qui était à côté de moi, comment? Vous aussi vous avez ce masque? Il me dit, mais comment ça nous aussi? Mais c'est notre masque. Et comme j'étais
particulièrement ébloui par ce masque que je reconnaissais dans mon souvenir depuis tout petit au Congo, mais sans jamais penser qu'il pouvait y avoir ou qu'il pouvait exister le même masque à plusieurs kilomètres de ma terre natale. J'ai compris ce jour-là que la planète Afrique, avec ses cultures, ses masques et ses odeurs, a toujours été interconnectée, du moins l'Afrique noire. Et pour en venir à ce masque, le diable rouge, en fait, est un masque de bois qui est entouré d'une espèce de crinière, qui n'est pas vraiment une crinière, puisqu'en réalité, il s'agit d'une constellation de petits miroirs qui renvoient au signe de la connaissance. Et effectivement, celui qui sait, dans la tradition africaine, est quelqu'un d'extrêmement riche. Il est riche matériellement, il est plus riche encore spirituellement. Tout ça pour dire que les préceptes de l'Afrique traditionnelle permettent de garder une communication, enfin, ou une communion, si vous voulez, avec des éléments. Je crois que c'est Birago Diop qui dit dans un poème écoute plus souvent les êtres que les hommes. Le feu, ou la voix du feu s'entend. Quelque chose, écoute plus souvent les êtres que les hommes. La voix du feu s'entend. Quelque chose comme ça dans son poème. Donc pour tout cela traduit un respect vis-à-vis de la nature et du monde en général. Et ce qui m'intéresse, en tout cas c'est ça qui m'intéresse. Voilà pourquoi j'insiste personnellement sur les traditions africaines. Nino, à côté des craintes qu'on peut avoir pour l'Afrique, il y a aussi des espoirs. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de l'Afrique? Vous savez, j'ai beaucoup d'appréhension parce que nous vivons un siècle avec beaucoup de confusion, n'est-ce pas? Je trouve qu'il y a aujourd'hui de telles forces qui sont déchaînées, la barbarie de la machine, la barbarie industrielle, les politiques de puissance qui vous poussent parfois à avoir très peur. Et je m'inquiète beaucoup parce que je ne veux pas que l'Afrique devienne tôt ou tard une immense Amérique, l'Amérique étant telle qu'elle est. Par conséquent, je souhaite profondément que l'Afrique garde sa foi en elle-même. Je crois que c'est possible, c'est-à-dire qu'elle ne se dépersonnalise pas. Bien sûr que je souhaite qu'elle profite de tout ce qu'il y a dans le monde, car l'époque n'est pas à l'isolement, et ce serait politiquement irréaliste que de croire qu'on pourrait vivre un splendide isolement. Nous sommes à l'âge des communications rapides, où tout le monde est en communication avec tout le monde. Donc, effectivement, il faut vivre avec son époque. Mais ceci étant dit, je pense que l'élite africaine a un rôle considérable à jouer pour que l'Afrique reste elle-même. Et je pense qu'on a des grands exemples dans le monde, des peuples qui ont su conserver leur particularisme. Je pense au Japon, qui est l'un des plus grands pays industriels du monde et qui a su garder son âme, qui a su garder sa particularité. On peut parler d'Israël aussi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, vous voyez, je crois qu'on peut s'inspirer de ces exemples-là, c'est-à-dire tout en améliorant les conditions de vie des gens, nous devons avoir pour souci de préserver ce qui fait la valeur de notre civilisation, c'est-à-dire notre humanisme fondamental, la place de l'homme, le sens des choses et les équilibres dans l'écosystème. Et merci Nino Boliga. C'est moi qui vous remercie.